Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au Cameroun, la Chambre des comptes tire la sonnette d'alarme sur la gestion des finances publiques. Dans son rapport 2017, le Cameroun présente un solde budgétaire négatif avec un stock de la dette largement supérieur aux recettes publiques. Ces différentes pesanteurs pourraient compromettre l'ambition du Cameroun de sortir de la crise économique. Qu'est-ce qui explique cette indiscipline budgétaire et ce risque élevé de surendettement décrié dans le rapport 2017 de la Chambre des comptes à propos de l'exécution de la loi des finances 2017? Pour en parler, je reçois sur ce plateau un spécialiste en finance et investissement, Georges Meka Abesselo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufélé. Vous êtes directeur Afrique d'une banque américaine d'investissement agricole. Vous avez également été chargé de mission à la Cour des comptes de France aux Nations Unies et mené des audits pour le compte des projets agricoles financés par la Banque mondiale. Vous êtes également consultant auprès des plus importants cabinets d'audit et de conseil dans le monde. Vous avez suivi ce rapport 2017 de la Chambre des comptes. D'entrée des jeux, quel est le rôle de la Chambre des comptes dans l'examen d'une loi des règlements, notamment pour l'année 2017? Déjà, je dirais que la mise en place de cette Chambre des comptes qui est sous la Cour suprême est une des directives des normes financières et comptables de la CEMAC depuis 2002. Son rôle spécifique est d'examiner, d'auditer, de vérifier la régularité des dépenses publiques, des entités publiques de l'État, donc les ministères et les sociétés qui reçoivent des financements d'État. Elle innove davantage avec cette publication publique et donc une preuve de transparence pour nous édifier davantage sur l'état comptable et financier du Cameroun. Justement, dans son rapport 2017, la Chambre des comptes évoque ce solde budgétaire négatif. De quoi il s'agit concrètement? Ce solde budgétaire négatif est une différence entre les recettes et les dépenses. Il est noté qu'en 2017, il a atteint un solde négatif de 333 milliards de francs CFA par rapport au PIB, qui veut dire également qu'il y a eu plus de dépenses que prévu. Je peux attribuer ces dépenses à la crise anglophone, à la lutte contre Boko Haram et aux dépenses supplémentaires liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Chambre des comptes qui précise que ce solde budgétaire traduit la situation d'un État qui s'endette pour assurer son service de la dette. Quelle est votre analyse de ce point précis évoqué dans ce rapport 2017 de la Chambre des comptes? Oui, puisque l'État n'ayant pas collecté suffisamment de recettes fiscales, avec des emprunts internes et externes qui sont en cours, l'État se trouve obligé, pour faire face à ses obligations de remboursement, soit de diminuer les dépenses, soit d'emprunter davantage pour rembourser la dette et le service de la dette. Alors, il faut préciser qu'en 2017, il y a le stock de la dette qui était évalué à 6 203 milliards de francs CFA contre 3 131 milliards de francs CFA pour les recettes et un stock de la dette évalué à 6 203 milliards de francs CFA. C'est le double des recettes publiques, ce stock de la dette. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cet encours de la dette assez important? Quelle est votre analyse de ces chiffres? Je reviens encore sur les causes profondes qui est des dépenses non prévisionnelles comme la lutte contre Boko Haram, dont les dernières estimations, nous étions à plus de 350 milliards de francs CFA. Les chiffres pour la lutte contre le terrorisme dans le nord-ouest et sud-ouest oscillent autour de cela. Mais pire encore, la crise au nord-ouest a fortement diminué l'activité économique. Des sociétés comme la CDC aujourd'hui ou celle des plantations de bananes ne sont pas fonctionnelles aujourd'hui. Donc l'État manque aujourd'hui de recettes d'exportation. Mais il se pose également le problème des emprunts décaissés, des emprunts obtenus et non décaissés. Autant le Cameroun paye déjà les intérêts relatifs à ces emprunts. Quels sont les risques auxquels le Cameroun s'expose avec ce cumul d'emprunts
déjà obtenus et non décaissés? Il faut différencier deux choses ici. La première, c'est que l'État a effectivement emprunté de l'argent auprès des agences et des banques multilatérales, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, l'Agence française de développement, mais malheureusement, ces montants qui sont déjà disponibles pour exécution et utilisation sont sous-utilisés, soit par des lenteurs dans la passation de marché, soit par la non-maturité de certains projets, ou simplement que les prestataires qui sont en charge de l'exécution de certains contrats ne sont pas en mesure de les faire, ou alors dans des régions comme le nord-ouest et sud-ouest, où des dépenses publiques doivent être faites, ne peuvent pas être faites à cause de la situation qui prévaut là en ce moment. La deuxième chose dont il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est ces emprunts justement qui sont à la fois concessionnels et non concessionnels, mais qui ne sont pas utilisés à bon escient par l'État et demeurent justement une lourdeur d'endettement. Si l'exécution des contrats ne sont pas faites à temps, l'État n'aura pas de rentabilité. Et ce n'est peut-être pas simplement au niveau budgétaire qu'il faudrait analyser cela. Il faudrait voir ce qui se passe au niveau de la passation des marchés. Il faudrait voir ce qui se passe au niveau de l'exécution propre. Je prends un exemple. Pour accélérer le développement dans plusieurs pays, les chantiers d'infrastructure travaillent 24 heures sur 24. Mais on constate qu'au Cameroun, pour réaliser une route, le chantier démarre à 7 heures et s'arrête à 15 heures. Ce n'est plus possible si nous voulons justement rentabiliser les investissements au risque de se retrouver encore sous un endettement très lourd. Quoique nous sommes encore largement en deçà des 70% des règles et des directives de la CEMAC qui disent qu'on peut emprunter jusqu'à 70% du PIB. Mais les institutions internationales qui tirent la sonnette d'alarme sur le risque élevé de surendettement du Cameroun, alors que le pays est à peine à 30% de son PIB. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce rythme d'endettement du Cameroun? Il faudrait s'inquiéter de ce rythme d'endettement si et seulement si. Si les chantiers, les grands chantiers, les grandes réalisations, barrages électriques durent avec des délais d'exécution plus que ne sont de délais prévus, il faudra s'inquiéter. Si nous ne pouvons pas produire sur le plan agricole et continuer d'importer à court et moyen terme, il faudra s'inquiéter. Donc, le gouvernement peut encore jouer un rôle très fort et spécifique pour accélérer justement la réalisation de grands projets en cours. Parcourons le rapport 2017 de la Chambre des comptes qui a évoqué l'indiscipline budgétaire. Par exemple, elle souligne la transformation des dotations budgétaires en dépôts et caisses d'avance. Pourquoi ça cause problème? Ça cause problème parce que lorsqu'on met à disposition un budget, une dotation financière, le budget n'est peut-être pas déjà disponible ou alors c'est utilisé pour combler des dépenses antérieures. Vous avez plusieurs cas à cause de peut-être les tensions de trésorerie, une dotation qui est prévue pour une activité spécifique, mais l'activité a démarré avant justement la dotation de l'État. Ou donc les fonds qu'elle reçoit viennent simplement rembourser cela. Alors il y a également la gestion des comptes d'affectation qui sont évalués à près de 100,7 milliards de francs CFA pour l'année 2017 et plusieurs irrégularités ont été observées par la Chambre des comptes, notamment les dépassements des budgets alloués et des confusions dans les différents reports qui doivent être faits selon la comptabilité et les règles édictées sur le plan sous-régional et international. Qu'est-ce qui explique la récurrence de ces irrégularités? Purement et simplement le non-respect des dispositions budgétaires. Il y a des règles pour décaisser, il y a des règles qui ne permettent pas d'effectuer des dépenses inéligibles, mais qui sont faites. À ce moment-là, la Chambre de comptes a fait son travail, il restera au contrôle supérieur de l'État et à la CONAC de faire le leur.
On parle d'indiscipline budgétaire au moment où le Cameroun est en crise économique, au moment où le pays est dans le cadre d'un programme de redressement économique conclu avec le Fonds monétaire international et bénéficie d'une facilité élargie de crédit. Quelles sont les conséquences de cette indiscipline budgétaire sur l'ambition du Cameroun de sortir de la crise économique? Je ne dirais pas forcément une indiscipline budgétaire, le mot est un peu trop fort. À mon avis, c'est un déséquilibre entre les recettes et les dépenses, dont nous avons déjà évoqué, qui sont liées à des dépenses non prévisionnelles et peut-être non rentables, comme celle de la lutte contre Boko Haram, de la lutte pour la défense du territoire dans le nord-ouest et sud-ouest. C'est ça qui explique. Aujourd'hui, il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest des sociétés qui sont en arrêt total de fonctionnement. L'État, qui avait prévu des recettes fiscales et douanières venant de ces zones qui sont frontalières avec le Nigeria, n'est pas en mesure de les avoir. Mais ce qui est dans ce rapport tout aussi grave, c'est le non-recouvrement de plus de 1300 milliards de francs CFA des recettes fiscales et douanières. Il faut comptabiliser ceux qui doivent de l'argent à l'État, mais dont les biens et marchandises sont sortis des douanes, où la TVA doit être reversée à l'État, ne le sont pas. 1300 milliards, c'est non négligeable. Et la Chambre des comptes précise que ce chiffre ne cesse d'augmenter au fil des exercices budgétaires. Et pourtant, le gouvernement s'était engagé à mettre sur pied des procédures visant au recouvrement de ces fonds. Mais comment expliquer que le montant ne cesse d'augmenter en ce qui concerne des recettes fiscales non recouvrées? Il faudrait demander à la direction des impôts pourquoi ces recettes ne sont pas. Bon, ça peut être également le non-paiement ou le non-reversement de la TVA par les privés à l'État, par exemple. Il y a eu des cas où dans la loi des finances, les impôts ont été, l'impôt sur le revenu ou la TVA est directement perçu par l'entreprise. C'est un exemple. Dans des projets avec les bailleurs multilatéraux, l'État est censé recouvrir la TVA. C'est-à-dire, elle absorbe la TVA, elle absorbe également les frais de douane. Donc, à ce moment-là, il n'y a donc pas eu un rééquilibrage par l'État de ce qu'elle doit au travers de ce qu'on appelle les comptes conjoints entre l'État, les fonds de contrepartie que l'État doit apporter, donc qui est d'absorber la TVA et les frais de douane. 1300 milliards, c'est environ le quart du budget du Cameroun. C'est une manne financière importante pour l'insuffler dans le budget d'investissement public. Et maintenant, le FMI, qui a terminé sa troisième mission au Cameroun d'évaluation des performances et de la mise en œuvre des réformes budgétaires et structurelles, a insisté sur un renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières. Et il y a le secteur privé qui s'inquiète d'une plus grande pression fiscale annoncée en 2019. Est-ce que vous entrevoyez effectivement cette pression fiscale? Quelle est votre analyse à ce sujet? Oui, il faudra diminuer le déficit budgétaire par l'accroissement des impôts. Mais des impôts qui ne nuisent pas à la relance économique. Je prends des cas comme celle sur les boissons ou les boissons alcooliques qui causent parfois beaucoup plus de dégâts à la société, soit dans les routes, les accidents de route liés à l'alcool. Un autre secteur qui est le secteur en pleine croissance, c'est le secteur du numérique. On pourrait également taxer l'utilisation de WhatsApp, l'utilisation de Facebook, comme ça se passe dans d'autres pays, l'utilisation des transactions financières mobiles également pourrait être taxée à raison de 0,5-0,75%. Et le FMI qui préconise également de maîtriser les dépenses courantes et limiter les procédures budgétaires exceptionnelles. De quoi il s'agit concrètement? Les dépenses courantes sont des dépenses de carburant, les dépenses d'organisation de séminaires et d'ateliers. On pourrait, si un ministère a 15 séminaires et ateliers prévus, on peut les ramener à 3 ateliers par an.
si c'est financé sur le budget de l'État. D'autres dépenses qui peuvent être des dépenses liées à des calamités ou des dons sont faits à des réfugiés dans une situation précise. Mais à ce moment-là, l'État ne peut ne pas agir quand il y a de telles situations. Vous parlez là de la réduction du train de vie de l'État. Ça fait déjà plus d'1 an que le Cameroun est sous programme d'ajustement et de redressement économique avec le FMI. Le secteur privé a du mal à percevoir des signaux importants venant du gouvernement en ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État afin de rediriger ses financements, ses économies vers des secteurs plus productifs. Non, il y a effectivement une rationalisation des dépenses dans le budget 2016-2017 et celui en cours de 2018. Certaines dépenses de carburant et de fonctionnement du budget de l'État pour certains ministères et entités ont effectivement été non ramenées à zéro, mais réduites. Alors, les autorités camerounaises ont dit au FMI qu'elles sont déterminées à adopter un plan pour valider et réduire les soldes non décaissés venant des emprunts extérieurs non performants. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une très bonne initiative, mais il faudra absolument réorganiser les structures en charge de l'exécution de tels fonds. Des programmes dont je ne citerai peut-être pas les noms ici, mais qui reçoivent des financements de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement, mais qui ont du mal à mettre en œuvre leurs activités, devraient avoir leur financement réduit ou limité. Il y a également, l'État a besoin de rationaliser ses dépenses. On n'a pas besoin d'une banque des PME, on a plutôt besoin d'un fonds de financement des PME. Les fonds d'investissement aujourd'hui ont des structures très légères, c'est maximum 15 à 20 personnes et qui passent leur temps à approuver des prêts sans forcément être une banque. Alors le gouvernement avait misé pourtant sur la banque des PME pour pouvoir faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. 5 ans après la création de cette banque, le FMI fait savoir qu'elle est insolvable et qu'il faut restructurer. Comment en est-on arrivé à l'échec dans la gestion de cette banque? À des difficultés, peut-être pas un échec, mais des difficultés. La banque des PME arrive à un moment où les banques commerciales finançaient déjà suffisamment les petites et moyennes entreprises. Donc, elle arrive trop tard sur le marché et dans un marché déjà très compétitif. Ne pouvant pas s'engager sur des prêts à long terme, qui est censé être le rôle justement d'une banque des PME, elle a même eu du mal à trouver des clients, mais tout en continuant d'avoir des dépenses de fonctionnement d'une banque. Donc, tant qu'elle n'est pas fermée, ces dépenses de fonctionnement qui grèvent donc le budget d'investissement ou de prêts disponibles. Ne pouvant pas faire face uniquement à des prêts de long terme, mais à des prêts de court terme, certains qui sont allés prendre des prêts au cours à la banque des PME ne sont pas en mesure aujourd'hui de rembourser. C'est pourquoi il faudrait alléger. Aujourd'hui, aider les petites et moyennes entreprises demande une structure flexible et agile qui a des fonds, mais ne demande pas beaucoup de personnel ou un fonctionnement très lourd pour agir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Vous avez des fonds d'investissement qui n'ont pas plus de 50 personnes, mais ont une capacité financière d'investir plus de 200 milliards de francs CFA. Vous avez évoqué les difficultés des PME à rembourser les crédits du fait des marchés qu'elles ont contractés auprès de l'État du Cameroun et le FMI qui a exigé que la dette intérieure soit apurée. Il y a eu un premier décaissement, quelques-uns d'autres ont suivi, mais jusqu'ici, le secteur privé se plaint toujours que le gouvernement ne règle pas cette dette intérieure et on revient à ce cycle infernal d'endettement auquel le Cameroun s'expose. Comment faut-il en sortir? Il faudrait en sortir en diminuant fortement, rationalisant les dépenses, en diminuant fortement les dépenses de fonctionnement. Je prends un exemple.
Pour être beaucoup plus précis, on n'a pas besoin d'acheter une 4x4, un véhicule neuf de 80 ou 60 millions. L'État peut acquérir des véhicules bien reconditionnés de 30 millions de francs CFA. C'est un exemple. Un autre exemple, ce serait de rationaliser les dépenses de carburant, ce serait de diminuer ces nombres de comités interminables qui reçoivent à la fois des per diem et des frais de déplacement, vont déjà diminuer. Il faudrait trouver une solution pour diminuer le déficit de 333 milliards. C'est de ça dont il est question. Il y a la question du paiement des factures de l'État, notamment les PME qui se plaignent depuis de nombreux mois d'avoir réalisé des marchés, d'avoir exécuté certains projets qu'ils ont été confiés par les différentes administrations publiques, mais les décaissements, après avoir réalisé les différents projets, tardent à se matérialiser et cela impacte sur le système financier, bancaire et même économique du Cameroun. Les dépenses qui seront économisées pourront servir justement à payer la dette intérieure de l'État. Et ça fait partie donc de la stratégie de rationalisation. Mais une autre innovation qu'on peut proposer à l'État qui se fait déjà ailleurs est soit la facturage, soit au bout de 60 jours, un syndicat de banque pourrait payer ses 10 prestataires. Si l'État ne peut pas payer en 60 ou 90 jours, un syndicat de banque, à travers un compte conjoint, paierait la facture de l'État, quitte à ce que entre le repaiement des TVA et d'autres compensations interbancaires entre l'État et les banques, ça limiterait. Mais au moins, ça permettrait la fluidité des liquidités dans le secteur productif de l'économie. Vous le savez, ce budget 2019 qui est attendu sera le tout premier budget du septennat des grandes opportunités du chef de l'État. Paul Biya, dans son discours d'investiture, a insisté sur une véritable révolution agricole à mener durant les 7 prochaines années. Comment pourrait-on arriver à cette étape alors que le Cameroun en parle depuis de nombreuses années? Son potentiel agricole est avéré, mais le pays continue d'importer plus de 500 milliards de francs CFA en matière de produits alimentaires venant de l'étranger. On ne peut plus continuer sur ce chemin-là. Il faudrait changer le cours et le chef de l'État a raison. Et ce que je propose serait d'ores et déjà d'arrêter tous ces petits projets de développement de ceci, projets de développement secteur maïs, qui, au bout du compte, existent depuis pratiquement 30 ans, mais nous ne nous sommes pas permis justement d'atteindre l'autosuffisance. Il faudrait revenir vers les grandes sociétés de production agricole, telles que la Sodecao, une grande société de production de maïs. C'est elles qui nous ont permis dans les années 60 de passer de 0 à 300, 400 000 tonnes de production de café et de cacao. Parce qu'elles pouvaient avoir une économie d'échelle dans leur production. Elles pouvaient mieux manager la grande exploitation et atteindre des productivités qu'aujourd'hui le petit exploitant n'est pas en mesure de faire. Et comme le petit exploitant est dispersé dans toutes les 10 régions du Cameroun, obtenir la masse augmente les coûts de transport. Donc on ne peut pas continuer dans ce schéma. Il faut revenir, comme l'a maintenu la Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui n'a pas totalement démantelé sa filière café-cacao, qui fait qu'aujourd'hui elle est à plus d'1 million de tonnes, pareil pour le café, et aujourd'hui avec l'anacarde, parce que sa stratégie réside sur de grandes sociétés de production. Il y a aussi l'enjeu, la piste de la transformation agro-industrielle sur le plan local. Et là encore se pose un problème de financement du secteur agricole. Une banque agricole avait été annoncée il y a près de 7 ans. Le projet n'est pas sorti de terre jusqu'à ce jour. Et ce sont des initiatives internationales qui soutiennent plus ou moins des exploitations agricoles au Cameroun. Dans mon rôle de directeur Afrique d'une banque d'investissement agricole, l'agroalimentaire et la transformation, la valeur ajoutée de la production agricole est nécessaire et incontournable pour le développement du Cameroun et de l'Afrique. Mais lorsque la production n'est pas suffisante,
cet entrant de production pour la transformation devient à un coût supérieur, élevé, qui ne permet pas justement à l'agro-industrie de démarrer et de maintenir des faibles coûts de transformation. C'est une chaîne de valeur qui se suit. Alors pour vous, Georges Meka Abessolo, quelles sont les premières réformes structurelles, économiques qu'il faudra mener pour que ce septennat des grandes opportunités puisse être le septennat qui permette de relance de la croissance économique au Cameroun? Premièrement, ce serait, et je le dis sans sourciller, c'est réformer le fonctionnement de l'État, la structuration de la gouvernance. Il faudrait passer d'un mode de gestion à travers les ministères à un mode de gestion en bataillon d'intervention rapide économique. Il faudrait restructurer certains ministères, il faudrait ramener éventuellement au sein de la présidence une direction générale de relance et de grands travaux qui va suivre au quotidien et rendre compte au chef de l'État. Pour vous, il faut réduire la taille du gouvernement pour le rendre plus efficace? Il faut soit réduire, soit restructurer le fonctionnement de certains ministères à travers une direction générale des grands travaux qui a déjà existé au Cameroun dans les années 90, afin qu'au niveau de la présidence, le suivi de l'exécution soit beaucoup plus précis, dirigiste. Il nous faut transformer ce mode opérationnel au niveau du gouvernement en un bataillon d'intervention rapide, économique, le BIR économique. Autre réforme à proposer? C'est l'agriculture. Il faudrait revenir sur les grands groupes de production agricole. Tant que nous n'avons pas atteint soit la révolution verte, soit l'autosuffisance alimentaire, nous ne pourrons pas soutenir le développement d'une industrie, tant qu'elle soit agricole ou d'un autre secteur industriel. Parce que les matières premières de toute industrie dépendent de l'agriculture. Merci Georges Meka Abessolo d'être venu sur ce plateau. Merci M. Noufele. Je précise que vous êtes spécialiste en finance et investissement, directeur Afrique d'une banque américaine d'investissement agricole. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.